Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas. Parce que je la respecte plus, elle morte que vous tous vivants. Fleur de cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. Comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie et plus précisément de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu tout repère. Et je ne faisais absolument plus rien à part travailler parce qu'il fallait bien que je gagne ma vie. Mais je n'avais vraiment plus aucun intérêt, plus de goût à rien. Et ce roman que j'avais commencé à écrire juste avant que ma mère parte, je l'avais aussitôt arrêté. Enfin, de toute façon, ça s'est fait naturellement. J'ai oublié que j'avais commencé un roman. Et c'est quelques mois plus tard que par hasard, j'ai rouvert mon ordi, je suis retombée dessus. Astrid Elchami est l'invitée de ce 5e récit de vie. Elle a écrit un livre en 2012, « Je suis comme vous, unique », qui avait été primé comme le meilleur livre numérique de la Fnac. C'est un roman au contour autobiographique dans lequel elle raconte la période de deuil qui a suivi le décès de sa maman qu'elle a perdue à l'âge de 25 ans. Voilà, et puis du coup, je me suis donné un unique objectif, c'était de terminer ce roman. Et après, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais au moins, c'était de terminer ce roman. Et du coup, ça m'a aidée pendant les mois qui ont suivi, l'année qui suit. Et tu parles de perte de repères, et justement, dans la réflexion que je mène sur le deuil, ce que j'ai ressenti dans les différents témoignages que je lisais, c'est cette perte d'identité en fait qu'il y a lieu quand, en l'occurrence, quand on perd sa maman. Je pense que c'est d'autant plus fort. On n'est plus la fille d'eux, mais qui on est en fait. Et donc on retombe sur la question un peu existentielle, qui suis-je ? Comment toi tu as vécu cette crise existentielle ? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça parce que je n'étais pas à ta place. Ah bah si, c'était une crise. C'était une crise parce que en fait je pense que en tout cas pour ma part j'ai parlé de perte de repères parce que on est avec sa maman, on arrive sur Terre avec sa maman et effectivement je crois qu'il y a un lien, surtout moi j'avais un lien avec elle assez magique, même si on avait une relation parfois un peu pudique, mais tout d'un coup elle est plus là et on se retrouve un peu comme seul sur Terre, quoi. Tu perds ton pilier, tu perds un peu ton phare. Moi, mon père, je me souviens, il avait dit, parce que même s'ils étaient plus ensemble, il adorait ma mère. Et il a écrit une lettre où il disait, c'est la seule lettre de sa vie, où il dit c'était la tour Eiffel, le phare de sa vie, quoi. Donc effectivement, je me suis retrouvée démunie et je pense qu'un enfant, quand il perd sa mère ou son père, il y a quelque chose qui disparaît sur le moment avec. Et puis tous les conseils qu'on peut peut-être rechercher auprès d'une personne proche où on a un amour inconditionnel aussi. C'est ça. Et à 25 ans... Oui, exactement. Moi, j'avais 25 ans et je pense que c'est ça qui est super difficile. En fait, à 25 ans, tu as encore tellement la vie devant toi. Et moi, à l'époque, en plus, j'étais assez paumée dans ma vie. Enfin, j'étais vraiment dans une zone de flou. Donc, quand je l'ai perdue à ce moment-là, là, c'était vraiment le néant, quoi. Enfin, une traversée du désert vraiment très longue. Et t'as plus ta mère pour demander des conseils, t'as plus ta mère quand ça va pas, quand t'es malade, il n'y a plus personne. Enfin, il y a le papa évidemment, mais bon, voilà, tout dépend de la relation. Et encore une fois, je pense que dans la mère, il y a cette douceur, il y a ce côté très protecteur qui joue beaucoup. C'est pour ça que je pense que quand même on perd sa mère et qu'on a 50 ans, il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, et c'est vrai que pendant ces années-là, de 25 à un peu plus tard, ça a été dur de faire mon chemin parce que je l'ai fait vraiment seule, quoi. Et puis, du coup, toutes les décisions, tous les doutes, ils te reviennent à toi. Alors, d'un côté, c'est que du coup, tu grandis aussi d'un coup. Et puis, en plus, je pense que quand on a 25 ans, on est aussi dans une période où tout va bien. On a envie d'être attirante, on a envie aussi d'être aimable pour les autres.
on n'accomplit aucun critère en fait de cette injonction au bonheur, de cette injonction à la perfection véhiculée par les médias, par les séries. Non, rien. Et donc, j'imagine que quand on a 25 ans ou la vingtaine, c'est très très dur de vivre le deuil et de le vivre de manière expressive. Expressive et poursuivre ton quotidien qui est obligé de se poursuivre. Tout simplement par le travail, payer son loyer, des choses comme ça. Donc, ouais, pour ça, tu as vraiment raison parce que c'est vrai. Et c'est vrai que moi, le travail, cela dit, je le recommande. Moi, ça m'a permis aussi, tu vois, de me lever tous les matins, même si je pleurais dans le métro à chaque aller-retour. Tu apprends à te faire confiance. Mais après, néanmoins, j'ai toujours eu aussi ce côté spirituel où quand j'ai besoin de quelque chose, je le demande à ma mère et je le demande encore aujourd'hui et je le demande au présent. Donc, tu as continué à tisser une relation en fait avec ta maman bien qu'elle ne soit plus là. Ah oui, non, mais pour moi, c'était, enfin, la question ne se posait même pas, c'était vital. Hein. C'était vital. De toute façon, je pense que c'est... Alors après, ça peut paraître exagéré ce que je dis, mais moi, c'est ça qui m'a permis de maintenir le cap, en fait, et la tête au-dessus de l'eau, parce que je suis persuadée qu'il y a une vie après la mort, et j'ai toujours eu besoin de cette connexion avec ma mère, et tous les jours, je pense à elle naturellement, enfin, chaque heure, Donc, ça peut paraître glauque, on peut dire que je ne suis pas passée au-dessus, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que la relation qu'on développe après, elle est différente, mais elle est toujours là. Et concrètement, comment ça se manifeste, en fait, cette relation ? Parce que c'est très... on pourrait croire que c'est presque mystique, oui, c'est spirituel, voire ésotérique, tu vois. Ben, c'est ça. Je pense que ça rassemble les trois. Effectivement, il faut y croire un petit peu. Il faut développer son intuition. Moi, je suis quelqu'un d'assez intuitif, donc ça m'aide. Il faut être en bonne condition. Alors, je le fais, je le demande à travers mes rêves. Je suis quelqu'un je suis très centrée sur mes rêves. Je me suis toujours souvenue de tous mes rêves. Je demande à ma mère ou je demande quelque chose qu'elle me donne le message par le rêve, ça marche pas toujours. Et néanmoins, si ça marche, ça arrive pas Voilà, j'ai demandé, il arrive. Ça peut prendre quelques jours. Je fais le pendule. De temps en temps, il y a une clairaudiente que j'aime bien. C'est très rare, mais voilà, il y a plein de canaux possibles pour entrer en contact ou tout simplement par la pensée. Et en fait, quand on est calme avec soi-même et qu'on développe tout un champ un peu spiritualité, on arrive à rentrer en connexion. Voilà, c'est une espèce de magie qui s'opère et c'est merveilleux. Et donc, ça se traduit aussi, le plus souvent, ça se traduit par des signes. Avant d'arriver sur cette peut-être conscience que tu as aujourd'hui, parce que tu as parlé de chemin, donc j'imagine que ça n'a pas été... tout de suite aussi clair. Quel a été... J'ai appris. Voilà, c'est là où je veux en venir. Quel a été cet apprentissage ? Comment s'est caractérisé ce chemin du deuil ? Parce que c'est de ça dont on parle finalement. Avant de perdre ma mère, j'ai toujours été attirée par l'au-delà de la vie après la mort, me demandant ce qu'il pouvait y avoir. Enfin, j'ai toujours été persuadée qu'il existait quelque chose. Donc, j'avais déjà un petit peu de connaissances là-dessus. Après, c'est vrai que quand j'ai perdu ma mère, au départ, ça n'a pas fonctionné du tout parce que j'étais dans la colère en plusieurs mois. Et quand on est un peu brouillé avec soi-même et qu'on a une mauvaise onde, qu'on est triste, on ne peut pas rentrer, enfin, moi, je pense, on ne peut pas rentrer en connexion, développer son côté intuitif. Il faut être bien avec soi-même. Et ça, je l'ai compris, on va dire, au fil des mois, voire au fil des années. J'ai quand même mis du temps à m'en remettre. Et c'est seulement en constatant qu'il fallait être vraiment bien et en harmonie avec soi-même qu'on pouvait avoir une connexion. C'est sous un soleil de plomb que nous suivons le corbillard jusqu'en haut du village pour rejoindre le cimetière. Avant, nous faisons une halte sur la route pour que ma grand-mère puisse, de sa fenêtre du salon, lui dire au revoir. Il faut se mettre dans le contexte. Elle n'était même pas au courant que ma mère couvait un cancer. C'est ce matin même que nous lui avons appris
qu'elle venait de perdre son premier enfant. Ses 96 ans nous ont fait craindre un choc émotionnel qu'elle ne pourrait peut-être pas supporter. Elle n'ose alors prononcer un mot, seulement des petites larmes et des tremblements. Ses yeux n'en reviennent pas. Comment sa fille a pu partir avant elle ? N'ayant plus la force de marcher, je lui promets de jeter ma rose en son nom. J'obtiens un sourire timide. La sagesse fait le reste. Nous voilà enfin nez à nez avec le tombeau familial dans lequel messieurs ponts funèbres libèrent une place. Un grand silence règne, excepté des sanglots qui continuent de couler. Alors que le plus douloureux des moments arrive, je me revois encore enfant jouer à cache-cache pendant que mes tantes et ma mère arrosaient les fleurs de notre caveau. Elles discutaient, priaient et rigolaient. Que c'était agréable. Aujourd'hui, c'est moi qui fonds en larmes, quand je les vois glisser son cercueil dans ce fameux tombeau. Cette image, je le sais, restera à jamais gravée dans ma mémoire. Elle est terrible. Comment est-ce possible que ce soit ma mère qui rentre dans ce bloc de pierre ? Mais vais-je finir par me réveiller à un moment donné ? Pourquoi je me sens vide, transparente et à demi morte ? Je préférerais sincèrement l'être totalement. Au moins, je me passerai de cette souffrance que je ne parviens pas à maîtriser. J'aimerais que ce jour n'ait jamais existé, ou du moins s'il avait pu être retardé de quelques années. Au lieu de cela, c'est un fantôme qui m'a capturée. Et il ne me reste qu'une pensée pour me rappeler que je suis encore de ce monde. Je hais Dieu, je hais les croyances et je hais la vie qui m'a volé ma maman. Dans ces lignes, on sent un vertige, beaucoup de tristesse liée à la perte. Et pourtant, aujourd'hui, tu es là, avec 2 enfants, donc tu t'es mariée, tu as un travail, tu es donc passée par des moments à l'opposé de cet instant que tu viens de lire. Qu'est-ce qui t'a permis de continuer à construire ta vie et de franchir de se laisser traverser par la colère et de ne pas rester avec cette colère-là ? Eh bien, ce qui m'a permis, c'est tout simplement que déjà, j'avais que 25 ans, donc il fallait que je m'en sorte. Je suis quelqu'un de joyeux, d'heureux, naturellement spontané. Et pendant ces années-là, je me suis vraiment fanée. Mais ma mère m'a appris toujours me battre et à regarder de l'avant. Enfin, donc, de toute façon, il était primordial que je m'en sorte. Et puis, j'ai souri à la vie. En fait, je pense que c'est ça. Le décès de ma mère m'a aussi permis, après, de comprendre à quel point la vie, c'était super important. Et du coup, de relativiser beaucoup plus de choses. Et en fait, après cette phase de colère, je me suis transformée. J'ai compris beaucoup de choses super sympas, en fait, sur moi-même, sur l'existence, sur la vie. Je me suis dit, il faut en profiter à fond. Et du coup, j'ai fait des bonnes rencontres amicales. Et également, du coup, mon conjoint, on s'est rencontrés sur un réseau très connu. et là, ça a fait tout de suite, c'était une évidence. Et du coup, voilà, j'en ai profité. De toute façon, ma mère n'aurait jamais aimé que je me laisse plomber le moral, et que je n'aille pas de l'avant. Mais en fait, je pense que quand on perd quelqu'un, la douleur, elle est là, hein, et le manque, il sera toujours là. Mais après, avec le temps, on comprend que c'est un cheminement et puis que c'est comme ça. Que les défunts sont des défunts, mais qui sont toujours là. En fait, c'est un éternel recommencement, je pense. Et c'est ce qui permet de donner de l'espoir. Est-ce que tu as suivi une thérapie ou quels ont été les outils pour te rendre compte de tout ça, pour te rendre compte en fait que finalement cet événement dans ta vie, aussi douloureux soit-il, t'a permis de peut-être valoriser cet instant, cette pulsion de vie? En fait, donc j'ai effectivement eu le droit à faire une thérapie en psychologie avec ma mère travaillait pour le Quai d'Orsay, donc j'avais le droit à ça. Des séances que j'ai refusées d'office quelques mois après parce que j'ai dit tout simplement que j'en avais pas besoin parce que j'étais encore dans la colère. Et en fait, c'est 3 ans après le décès de ma mère où déjà j'allais quand même mieux. Soudainement, j'ai eu des images traumatisantes qui me sont revenues, dont celle dont j'ai lu l'extrait où je dis je vois ma mère entrer dans le tombeau, celle-ci elle m'est revenue.
Donc, je crois que je l'avais prédit un petit peu. Et du coup, on m'a parlé de faire une méthode EMDR. Donc, ce sont des thérapies brèves. Ce sont des méthodes qu'on fait souvent après un gros choc, dont des décès. Et en fait, moi, ça m'a tellement servi. En 2 séances, j'ai vu des changements radicaux et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Ça m'a permis de mettre de la distance. En fait, les images étaient toujours là, mais plus l'émotion. Donc, plus la tristesse, plus les pleurs, plus tout ça. Et ça, c'est souvent une méthode aujourd'hui que je recommande à certaines personnes, pas forcément après un deuil, mais en tout cas, il faut savoir qu'après un deuil, ça peut être utile. Mais d'ailleurs, en plus, tu dis 3 ans après. Donc, on peut considérer en fait que le deuil, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de fin, en fait. Non. Ou c'est très dur de lui donner Ah oui. Parce que des étapes comme ça, très précises. moi, il peut encore m'arriver de pleurer aujourd'hui pour ma mère. Hein, donc, pourtant, ça fait 11 ans hein, et puis j'ai plus le même âge. Moi, j'ai jamais été d'accord avec l'expression « faut faire son deuil ». On dirait que tu as une deadline et il faut y aller, quoi. Et en fait, non. Parce qu'en fait, chaque personne est unique et chacun prend son temps. On n'a pas tous la même relation avec la personne qu'on a perdue. Ça, il faut comprendre des choses. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et en fait, je trouve que dire faire son deuil, c'est comme si tu mettais une fin. Moi, j'ai jamais voulu mettre une fin, quoi. Et qu'on passe à autre chose, en fait. Ah non, non, non. Pour moi, c'est juste apprendre à vivre autrement la relation qu'on a eue. Elle existe encore, mais d'une autre manière. Donc, il n'y a pas de deuil. Mais effectivement, il y a un travail, un chemin à faire dans l'accomplissement de se dire il faut que je m'en sorte. Et il faut revoir la lumière. Voilà, je pense que c'est plus dur pour les gens qui restent sur Terre que ceux qui s'en vont là-haut. D'ailleurs, j'en ai beaucoup voulu. Toi, t'es tranquille. Des nuages. Mais tu vois, tu parles beaucoup, en fait, depuis le début de cet entretien, tu parles beaucoup de la relation avec le défunt. Et en France, peut-être que c'est ta culture, je ne sais pas si c'est libanaise ou catholique, ou je ne sais pas, mais tu vois, cette relation au défunt, en France, une fois que la personne est décédée, c'est fini. Ouais. C'est-à-dire qu'on considère que cette relation-là n'existe plus et fait passer d'un temps qui est révolu. Or, en discutant avec une psychanalyste, Marie-Frédérique Baquet d'ailleurs, qui a participé à un autre épisode, elle m'a expliqué très justement qu'en fait, ce qu'elle essayait de réapprendre à ses patients, c'est qu'on peut continuer à tisser une relation avec le défunt, dans le sens où cette relation-là qui a eu lieu dans le passé a toujours en fait une influence dans le présent. Et donc on peut revisiter le passé. On peut, en revisitant le passé, donc on va, comme en quelque sorte, ressusciter des moments qui ont eu lieu, les incarner et peut-être avoir une autre réaction. Et donc régler en quelque sorte ces problèmes, ces conflits avec la personne qui est partie trop tôt, par exemple. Oui, je suis d'accord. Et c'est marrant que toi, tu n'as pas fait de thérapie vraiment et que tu as eu cette intuition pour te dire non, ma maman est partie, d'accord, mais je peux encore continuer à communiquer avec elle. Bien sûr, ouais. Et moi, c'est ce que je t'ai dit un petit peu avant. Moi, c'est ce qui m'a sauvée. J'ai toujours eu peur depuis petite de perdre mes parents. Je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadée que de toute façon, l'un ou l'autre, j'allais le perdre jeune. Bon, c'est arrivé. Hein. Mais donc, pour moi, c'est indéniable. C'est vrai que j'ai pas fait vraiment de thérapie. Je crois que j'avais vraiment envie de m'en sortir par moi-même, me faire violence et voir jusqu'où je pouvais aller. Et là, je suis contente parce que j'ai accompli beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre quand on me dit « non, il n'y a plus rien après la mort ». C'est quelque chose que je trouve assez aberrant. Pourtant, donc mon père est libanais, musulman, ma mère était catholique française. Moi, je me suis jamais sentie appartenir à une religion. Je ne crois pas en Dieu. Par contre, j'ai d'autres croyances, mais du coup beaucoup plus magiques, comme ceux qui partent là-haut, quoi. Je suis persuadée qu'on a tous une autre destinée, qu'on ne fait qu'un passage sur Terre. Il faut qu'il soit le plus juste possible. Mais quand on me dit non, il se passe rien après la vie, pour moi, c'est presque, mais alors à quoi bon vivre ?
Comment justement, tu abordes ce rapport que tu as là avec la mort? Comment tu abordes cela avec ton enfant? Alors, avec le grand, bah, du coup, mon départ, je ne lui ai pas parlé de ma mère, du coup, parce qu'il était trop petit. Mais ça me chagrinait, ça me manquait, ça pour le coup, tu vois, après ça manque hein, quand même. Mais tu trouves des solutions. Et en fait, c'est au moment quand on a perdu mon chat l'année dernière, donc ça faisait 14 ans que je l'avais, donc j'étais tellement triste. Parce que du coup, c'est un chat qui m'a accompagnée pendant la perte de ma mère, ça a été un énorme réconfort. Et le petit, il comprenait pas qu'elle n'était plus là, le chat. Et je lui ai expliqué qu'en fait, il était parti dans les étoiles. Et ça tombait bien parce qu'au-dessus sur le plafond, au-dessus de son lit, j'ai mis les étoiles fluorescentes. Quand tu éteins, ça s'allume. Et on a toujours joué avec ces étoiles-là. Et au moment où mon chat est mort, je dis, bah, tu vois, il est parti dans ces étoiles. Et dans ces étoiles que tu vois dans le ciel, parce que j'ai toujours montré la lune et les étoiles. Je dis, bah, il est là. Et je lui dis, même si tu ne le vois plus, lui, il te voit toujours. Je lui dis, tu peux lui parler. Ça. Et donc, il m'en parle encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai fait une pierre de coups. J'en ai profité après, un peu plus tard, en lui montrant des photos de ma mère pour lui dire elle était aussi avec le chat. Et je lui ai donné un surnom qui a été dans les étoiles. Donc voilà, plus il grandit, plus je vais pouvoir un peu développer ça et lui faire comprendre. Et en fait, je vois que dans sa réaction, lui, il est très curieux. Il n'est pas comme les adultes, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur. Non, il est curieux et puis pour lui, c'est normal, il pose des questions. Je pense que dans les cultures d'ailleurs, en Asie ou en Afrique ou peut-être en Amérique du Sud, on vit la mort autrement, avec beaucoup plus de sérénité, de joie et de compréhension. Après, je ne dis pas si demain je perds quelqu'un d'autre, non, je vais pas me transformer non plus. Mais en tout cas, la douleur, la tristesse, c'est sûr, seront au rendez-vous. Mais j'aurais compris certaines choses. Justement, est-ce que c'est plus facile pour toi maintenant de vivre d'autres types de deuil depuis le décès de ta maman? Parce que finalement, on vit des deuils tout le temps, à travers des ruptures ou à travers la perte d'un emploi, à travers un burn-out, à travers la maladie de quelqu'un, à travers sa propre maladie. Comment toi, du coup, on a parlé de ton rapport à la mort, mais quel est ton rapport à la vie? Mon rapport à la vie, forcément, c'est vrai que parallèlement, ça a développé le côté je ne sais pas de quoi demain sera fait. On peut toujours avoir des mauvaises nouvelles. Il y a toujours cette peur, évidemment, qu'il arrive quelque chose, mais tout ce qui est en fait du quotidien, si on parle des deuils du quotidien, perdre son boulot, ça me fait pas enfin, je vais pas dire que ça me fait pas du tout peur, mais en tout cas, c'est pas une crainte. C'est pas une crainte parce que je sais rebondir, j'ai toujours su rebondir et me débrouiller. Les ruptures, après, c'est une question de philosophie aussi, je pense. Hein. Les ruptures, ça fait partie de la vie, quoi, tout simplement. Hein. En fait, on n'arrive pas sur Terre pour avoir un chemin tout tracé jusqu'au bout, quoi, avec des idéaux. Non, ça, je pense que ça n'existe pas. Et c'est ce qui fait aussi que la vie, elle peut être super belle comme elle peut être hyper dure, quoi. Mais voilà, après, les maladies, c'est vrai que j'en ai eu autour de moi il n'y a pas si longtemps. J'essaye, en fait, quand je vois que mon cœur bat trop vite de la nouvelle, j'essaye de souffler, de relativiser, de me dire étape par étape. Et en fait, je pense que c'est comme ça la vie, c'est étape par étape. Il t'arrive un problème, un pépin, il faut essayer de voir ça et pas plus loin et de le régler et après, on verra. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fonctionne beaucoup comme ça. En off, on s'était dit que, je reviens un peu à l'écriture de ton livre, ton premier livre, je t'avais demandé si l'écriture n'avait pas été peut-être un outil thérapeutique pour soigner ce chagrin, pour apaiser cette douleur. Et en fait, toi, tu m'avais répondu que pas du tout. Non. Franchement, non, honnêtement, pas vraiment. Je sais que l'écriture est une thérapie et qu'aujourd'hui, si j'ai besoin d'écrire parce que je suis pas de bonne humeur, je ne vais pas bien, je suis triste, ou même je le conseille, de tenir un journal, ça marche. Mais moi, à l'époque où j'ai écrit ce roman, j'ai versé pas mal de larmes sur certains passages.
Mais je peux dire, non, ça n'a pas été une thérapie parce que même après la sortie, j'étais pas bien. Tu vois, donc il m'a fallu plus que ça. Et j'ai pas écrit ce bouquin dans l'optique de me dire je vais me soigner ou je vais aller mieux. Non, j'étais vraiment, le but en blanc, j'y suis allée. D'ailleurs, l'écriture est hyper naïve c'est difficile pour moi de le voir aujourd'hui. Mais l'écriture est hyper naïve. Bon, c'est ce qui a fait aussi son succès, je pense. Mais vraiment, j'y suis allée presque d'une traite. Mais en tout cas, je conseille vivement d'écrire. C'est vrai que ça fait toujours du bien. C'était pas le bon timing pour moi à ce moment-là, mais néanmoins, je suis hyper contente parce que j'ai accompli quelque chose de merveilleux et grâce à cette histoire, donc quand je raconte le deuil de ma mère, même s'il y a autre chose, je sais qu'en fait, j'ai eu beaucoup de retours de lectrices qui m'ont dit merci parce qu'elles n'arrivaient pas à mettre les mots sur leur propre deuil. Tu as pleuré, mais en fait, pleurer, c'est ce qui fait partie du deuil. Donc ça t'a accompagné en fait dans le deuil. Et peut-être que le simple fait de pleurer, c'est déjà la voie pour guérir ou sortir extirpé. Mais je m'attendais pas à ça. En fait, s'il y a bien quelque chose que je regrette, tu vois, quand tu es jeune et que tu perds quelqu'un, tu es vachement mal entouré, quoi. En France, tu es vachement mal entouré, quoi. Enfin, le côté... Tu peux pas en parler, en fait. Non, le côté administratif, le choc émotionnel, tout ce que ça doit après, le notaire, les administrations, enfin, mais c'est énorme, c'est énorme. Et quand tu n'as aucune connaissance de ça, en fait, ça t'aide pas, tu vois, dans ta peine. C'est-à-dire que si ça pouvait être pris un peu en charge en France, d'avoir un accompagnement qui se fait en amont, en disant pas demain tu vas perdre quelqu'un, mais juste au moins tu sais qu'est-ce qui arrive. Là, franchement, heureusement qu'il y avait ma tante. Parce que sinon, tu vois, donc ce côté un petit peu éducation, ça veut pas dire que c'est glauque, mais ça fait partie de la vie, quoi. On t'apprend bien à ouvrir un compte bancaire, à payer tes impôts. Tu vois, ça fait partie du tabou, je pense, oui, aussi que l'on a. Mais ça, c'est terrible parce qu'on est des milliers à perdre son frère, s'il n'y a plus de parents ou un de ses parents, enfin, peu importe la situation, on ne connaît pas, quoi, tu vois. Et ça tombe du jour au lendemain, mais en plus de la tristesse, il faut que tu t'occupes de tout ça. Je trouve que ça pourrait être un peu aidé, surtout que dans les hôpitaux, ils ne sont pas toujours très, très sympas. Mais je sais qu'il y a des très bons aussi services funéraires aujourd'hui qui font beaucoup d'efforts et qui prennent en compte la douleur qui accompagne. On est tombé sur un service funéraire vraiment gentil. Aussi, comme je disais, je pense que tout ça, ça fait partie du tabou aussi qui entoure la mort. On n'en parle pas, en fait. Donc, forcément, d'un point de vue administratif, c'est sûrement le volet le plus... on va dire le plus concret et peut-être le plus facile d'accès. Donc, j'imagine même pas, en fait, comment on peut aborder les émotions liées au deuil avec son entourage. Parce que même dans ce que tu m'as lu, à votre grand-mère, vous lui avez pas dit. Mais non, parce que ma mère avait déjà eu un cancer quelques années avant. Et cette fois-là, elle avait choisi de ne pas lui dire. Donc, ses sœurs, mon oncle, de gros tabous de la famille. Je pense qu'elle ne voulait pas lui faire peur ni de la peine parce que la relation, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, mère-fille, enfin mère-enfant, tellement particulière dans les deux sens. Mais effectivement, donc on lui a dit et le choc a été au rendez-vous. Elle est partie moins d'un an après ma mère. Son état physique s'est nettement détérioré et tout. Mais c'était pas ma mère, c'était ma grand-mère. Mais j'ai aucun regret sur le fait de lui avoir dit parce que c'est son enfant et peu importe l'âge, peu importe la maladie, elle a le droit de savoir, quoi. C'est normal, c'est normal. Après, là, c'est encore une fois, elle est partie après, c'était le destin, c'est comme ça. 2 semaines après, j'ai perdu ma grand-mère libanaise. Ensuite, j'ai perdu 6 mois après mon parrain et après ma grand-mère. J'ai eu beaucoup de décès en l'espace d'1 an. C'est pour ça que ça a été peut-être plus dur dans mon chemin parce que je pensais qu'il y avait un espèce de sort. Je me demandais qui allait être le prochain, quoi. C'est terrible. Et donc, j'ai vécu avec cette espèce de mort qui tombait là assez fréquemment. Et en même temps, je n'ai pas du tout eu le temps de me soucier de la mort des autres, ou du moins de les réaliser, même si j'étais très proche d'eux, parce que je ne pouvais même pas digérer la perte de ma mère. Mais en fait, je les ai acceptés. Et étrangement, les morts qu'on suivi, je les ai acceptés avec beaucoup de sérénité après.
On a dit que le deuil, finalement, n'avait pas de conclusion. À quel moment, toi, tu t'es dit... Enfin, parce que tu dis que tu as digéré la perte de ta maman. Quel a été ce déclic, en fait? J'imagine qu'on ne s'en rend pas bien compte, mais à quel moment tu t'es sentie beaucoup plus sereine et apaisée? Je pense quand j'ai compris que la vie, elle était belle. C'est tout con, hein, c'est un peu cliché, mais quand on vit une perte, après, on comprend mieux les choses. Et qu'en fait, il suffisait de pas grand-chose pour être heureux, tu vois. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai accepté tout ça, il y a eu une espèce de sensation, une légèreté qui s'est imprégnée en moi et tout a glissé après, tu vois. Donc effectivement, on le voit pas, ça tombe pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain, mais progressivement, si on regarde un peu dans le rétro, on se dit ah, en fait c'est cool. Ouais, puis je pense que les émotions sont tellement intenses en fait au moment du deuil que même un rayon de soleil ou moi je sais ce qui m'avait fait du bien, c'était un gâteau au chocolat que mon père m'offrait, tu vois, quand j'étais dans une période de deuil très intense. Et en fait, tu te souviens que tu peux te sentir bien. Effectivement, effectivement. Mais c'est pour ça aussi que après, je pense, quand je te parlais tout à l'heure, il faut se faire violence. Effectivement, il faut vouloir s'en sortir, hein. Ça vient pas tout seul si on est vraiment dans un gros chagrin. Il faut relever la tête et marcher de l'avant. Et puis, tant qu'on peut traverser le feu, ben on le traverse, quoi, tu vois. Et après, ça passe. Et après, on se rend compte que, bon, finalement, beaucoup de choses sont pas si graves que ça, quoi. C'est surtout ça. Et puis, il y a les petits réconforts. Moi, je me noyais dans les séries. À l'époque, c'était Gossip Girl. Je voulais rentrer dans la télé, j'enchaînais ça le soir. Enfin, et ça, c'est bête, mais ça m'a vachement fait bien, quoi. Moi, c'était Grey's Anatomy. Mon cousin me disait, mais qu'est-ce que alors, tu regardes? Avec ma mère, pendant son cancer, il y avait Dr House tout le temps. Et à chaque fois, on rigolait, on disait, oh, si seulement on pouvait avoir Dr House pour te soigner. C'est suite à la publication d'un post qu'elle avait fait sur le deuil, sur LinkedIn, que j'ai contacté Astrid. Et son sourire et sa luminosité a fait le reste. Parler du deuil, libérer la parole autour du deuil n'est pas mince affaire. C'est un état de douleur tel que notre façon de se présenter au monde peut sembler lugubre, triste, peu séduisante et donc très vite disqualifiante dans le monde du travail ou en société de manière générale. Une société qui prône une injonction à la perfection, et pourtant nous serons tôt ou tard confrontés à la perte d'un proche, confrontés au chagrin. Embrassons nos deuils. C'est peut-être l'injonction principale de Fleur de Cactus. Parce que ces deuils nous obligent à regarder en nous, pour pouvoir se connaître dans les moments les plus durs, afin de voir au-delà de la bienséance, au-delà des masques derrière lesquels on se cache, et agir en conscience pour être libre. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le deuxième volet du chapitre 5 sur le deuil, car oui, c'est un sacré sujet. Le premier volet abordait les émotions liées au deuil. Maintenant, nous allons parler de ce chemin vers la guérison, vers la lumière. Je vous souhaite un très bon dimanche, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.